Martino. Des fois, quand on se sent contrarié, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Nous sommes avec Joseph Facal. Joseph, la Fédération autonome de l'enseignement persiste et signe. Non seulement ils vont demander, ils vont combattre la loi 21, Joseph, mais ils vont aller à Ottawa pour affaiblir les pouvoirs du Québec et restreindre l'utilisation à la clause dérogatoire. Et savent-tu ce qu'ils sont en train de faire? C'est une excellente question, Richard, parce que là, vraiment, j'ai le sentiment d'une direction syndicale qui est à bord d'un canot pneumatique sur une mer relativement agitée et qui donne elle-même des coups de canif sur sa propre embarcation. Dans un premier temps, il faut au moins saluer le fait qu'elle soit sortie de son mutisme et qu'elle s'explique. Mais là, évidemment, quand tu regardes les explications, ça n'a ni queue ni tête, à mon avis. Pour le bénéfice de nos auditeurs, récapitulons. La loi 21 interdit les signes religieux pour certaines catégories d'employés de l'État, incluant les enseignants. Par contre, les enseignants et enseignantes qui avaient déjà un signe religieux, eux, gardent ce droit acquis. L'interdiction ne s'appliquera qu'aux futurs employés. Alors, la FAE, comme tu l'as dit, a décidé de contester jusqu'en Cour suprême la loi 21. Ça coûte 1,2 million de dollars. Elle n'a jamais obtenu de mandat à cet effet des membres. Et comme tu le dis, la présidente finalement rompt le silence et nous dit, on va le contester parce que les intérêts de certains de nos membres sont lésés. 2, ça ne coûte pas cher de toute façon, puisque 1,2 million, c'est à peine 20 $ par syndiqué. Et 3, nos statuts et règlements précisent que de toute manière, quand il s'agit d'un recours juridique, on n'est pas obligé de consulter. Wow! Alors Richard, en rafale, quelques observations. Tu me coupes la parole quand tu le veux. Premièrement, certains de nos membres sont lésés. Je comprends pas, là. J'aurais voulu un peu plus d'explications, parce que la loi dit ceux parmi les enseignants-enseignantes qui portent déjà kippa, hijab ou peu importe, vous gardez votre droit acquis. Ça ne s'applique qu'au futur. Alors, et j'aimerais savoir, j'aimerais qu'on m'amène des exemples, qu'on me présente des exemples de gens qui voulaient devenir profs et qui, à cause de la loi 21, ont décidé de changer de métier. J'aimerais qu'ils me présentent. Est-ce que ça existe, ça? On a-tu des exemples concrets de ça? Écoute, rappelle-toi, au moment où la contestation en Cour suprême a été amorcée, les groupes qui contestaient amenaient devant le micro toujours la même jeune femme qui, je crois, a dit à un moment donné, je songe même à aller en Ontario. Nous fûmes un certain nombre à dire, madame, si c'est ce que vous souhaitez, allez-y. Là, j'ai beaucoup de difficultés avec cette idée que ça brise une carrière. En fait, ce n'est pas la loi qui les exclut, c'est elle-même qui s'exclut. Par ailleurs, Richard, réfléchissons ensemble un peu. Peux-tu imaginer la mentalité de quelqu'un qui est à ce point convaincu de ses convictions qu'elle ne veut même pas, pendant les heures de travail, l'enlever pour le remettre ensuite chez elle ou partout ailleurs dans la société? Bon, mon feeling, c'est que pour chaque personne qui décide « Ah, moi, je ne deviendrai pas prof parce qu'on me demande d'enlever mon signe », pour chaque personne, moi, je suis convaincu qu'il y en a 3 ou 4 qui ont décidé, eux autres, d'enlever leur signe pendant les heures de travail. Je suis convaincu. Bien entendu. Et par ailleurs, Richard, il y a plein d'associations, plein de clubs où il y a un code vestimentaire auquel tu dois adhérer pour rentrer là-dedans. Rappelons-nous également que la FAE était ce syndicat le plus jusqu'au boutiste de tous lors de la dernière ronde de négociation.
qui s'est lancé en grève générale illimitée sans avoir mis de côté ce qu'on appelle un fonds de grève, c'est-à-dire un revenu de remplacement partiel pour les grévistes privés de leur salaire. Donc, on n'a pas d'argent pour les grévistes, mais on a 1,2 million de dollars à consacrer pour aller en Cour suprême. Wow! Moi, il me semble, Richard, qu'il est raisonnable de faire l'hypothèse que les enseignants au Québec, en majorité, sont pas tellement différents de la moyenne des ours au Québec et que probablement eux aussi, en majorité, appuient la loi 21. Alors, à partir de là, Richard, on peut à bon droit être pour ou contre la loi 21. Mais il me semble que sur une question aussi délicate, aussi polarisante, aussi clivante que celle-là, il n'aurait pas été très difficile de consulter tes membres au moyen d'un courriel sécurisé pour leur demander « Êtes-vous d'accord qu'on consacre votre argent à ça? » Il y a eu tout à fait consultation d'accord. humaine. Et je le redis, là, ce que je disais au début, là, c'est pas seulement combattre la loi 21, c'est demander à des tribunaux canadiens Ouais. de restreindre l'utilisation de la clause d'un obstant, qui est notre seul outil pour se déroger d'une charte des droits que nous n'avons jamais acceptée, que nous n'avons jamais signée. Voilà. Eux autres, ils s'en vont à Ottawa demander qu'ils affaiblissent les pouvoirs du Québec. Calvaire, est-ce qu'ils sont au courant de ce qu'ils sont en train de faire? Écoute, c'est une constitution qui a été enfoncée dans la gorge du Québec qu'aucun gouvernement du Québec n'a jamais ratifié, même pas le gouvernement ultra-canadianiste de Philippe Couillard. La seule petite poignée que le Québec a, c'est la clause dérogatoire. Elle est parfaitement légale, elle est parfaitement légitime, et la loi 21 a été adoptée en toute légalité par le Parlement du Québec. Alors effectivement, il y a là, au-delà du montant, il y a là une question de principe fondamental qui fait nous interroger sur la déconnexion totale de ces instances syndicales du Québec réel et qui explique la grogne de plus en plus audible de beaucoup de profs qui disent « Wow, mes représentants se lancent à cette croisade-là, c'est proprement choquant. » Et certaines de nos collègues ont écrit des chroniques assez épicées, merci, dont une intitulée « Honte à la FAE », et elles avaient parfaitement raison. Parlant d'éducation, tu as écrit une série de textes très intéressants sur l'éducation et tu dis qu'on doit revenir aux fondamentaux. Qu'est-ce que tu veux dire? OK. Aux missions fondamentales de l'éducation. Je sais que je vais être accusé de nostalgie par beaucoup de gens. Tout ce que je dis, c'est que tout changement n'est pas progrès et qu'on a introduit un certain nombre de changements qui n'ont juste pas donné les fruits escomptés. Et quand je repense à ma propre enfance, Richard, quand j'entrais à l'école, j'entrais dans un lieu qui, évidemment, faisait partie de la société. On voyait autour de nous, j'avais des copains qui étaient fils de pauvres, fils de riches. Bien entendu que la société se retrouve dans l'école. Mais en même temps, l'école était un lieu isolé, un lieu à part, un lieu où il était entendu que tu laissais la société à la porte d'entrée. Autrement dit, c'était ce que j'appelle un sanctuaire. On venait là pour apprendre. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que l'école a été complètement avalée par la société. En fait, elle est devenue le déversoir de toutes les problématiques sociales, d'où mon image de l'école comme éponge qui est imbibée de tout ce que charrie la société. Alors évidemment, tu as des parents qui envoient des textos à leurs enfants pendant le temps de classe. Tu as des parents qui font manquer des jours de classe aux enfants pour partir en vacances au moment qui leur convient.
Les religions font irruption à l'école. On célèbre les origines ethniques de chaque étudiant en organisant des fêtes de son propre pays. En grande majorité, les étudiants ont une job rémunérée à l'extérieur et c'est pas toujours pour subvenir à des besoins de base. C'est pour avoir un mode de vie inimaginable dans notre temps. Autrement dit, Richard, dans notre temps, l'école était le centre de ma vie. Aujourd'hui, c'est une activité parmi d'autres chez les enfants. Je crois que là, on s'est fourvoyé. Et, devine, j'ouvre mon courriel ce matin, mon ordi, et je reçois un courriel de, devine qui? Madame Bourgeois, celle qui est à l'origine de la sortie qui a tant fait réagir sur la formation des maîtres. Et ici, j'improvise, j'ai ici devant moi le courriel de Madame Bourgeois. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Elle prolonge avec une érudition qui n'est pas la mienne, ma modeste réflexion, et elle dit « Le terme scolaire, duquel dérive le mot école, signifie temps libre. Traditionnellement, l'école est conçue comme un espace que l'on souhaite hors du temps, où l'on procède à une suspension du temps. Autrement dit, tu rentres à l'école, tu laisses de côté le reste, puis tu es là pour apprendre. Mais souviens-toi, plus là, en tout. Joseph, souviens-toi de la chanson de Future de Leonard Cohen, où il dit, je vais traduire, la tempête qui fait rage à l'extérieur va traverser le seuil de ta porte et mettre ta vie à l'envers, sens dessus-dessous. C'est ce qu'il dit. Il avait tout prévu, Leonard Cohen, et c'est ça. Maintenant, on demande à l'école de régler tous les problèmes qui soufflent à l'extérieur de ses murs. Richard, est-ce que tu me donnes encore 30 secondes? Dans ce courriel que j'aimerais partager avec toi, si elle m'en donne l'autorisation, Mme Bourgeois dit, écoute ça comment c'est bon, plus récemment, à une éducation thérapeutique axée sur le bien-être et les émotions, s'ajoute une éducation à la justice sociale qui transforme l'espace scolaire en arène politique où toutes sortes de luttes sociales doivent être menées. Voilà, tout est dit. Exactement. Je pense qu'il faut revenir aux sources, il faut revenir aux classiques, il faut revenir aux matières de base, et je sais que pour certains de nos auditeurs, en disant ça, je passe pour un diplodocus échappé du parc Jurassique. Je m'en fous, je persiste et signe. Et oui, tout à fait. Et écoute, toi et moi, tiens, je vais parler pour nous deux. Je pense que Madame Bourgeois devrait écrire un livre. Vraiment, elle a une plume absolument formidable, une grande érudition, et je l'encourage à écrire un livre sur l'éducation. En passant, Richard, sur le temps qui passe, tiens, ce matin, j'ouvre mon ordi et un de mes lecteurs les plus fidèles me dit « Quand vous parlez avec M. Martineau, là, j'ai vu qu'en arrière, dans votre bureau, il y a le poster rose du premier spectacle de Pink Floyd au Stade olympique en 77. Et maintenant, je tasse ma tête, Richard, et tu vois peut-être le poster d'éléphant. Alors, c'est tout ce qu'il me dit. Il me dit « Mes parents y étaient. » Mes parents y étaient. Non, moi, j'y étais. Moi aussi, j'y étais. Moi aussi, et j'ai aussi l'affiche chez moi. Merci beaucoup, Joseph. Salut. Au plaisir. Salut. Bye.